Bonsoir à tous, bienvenue à 24-60. Kamala Harris applaudie, acclamée. La vice-présidente en était à sa première visite à la Maison-Blanche depuis sa cuisante défaite la semaine dernière aux mains de Donald Trump. Ça devait lui faire du bien quand même. Ça fait juste une semaine et maintenant, la prochaine administration prend déjà forme. Donald Trump récompense ses fidèles avec des postes clés au sein de son prochain cabinet. Parmi les dernières nominations, le gouverneur du Dakota du Sud, la gouverneure donc Kristi Noem, serait la favorite pour s'occuper de la sécurité intérieure. Marco Rubio, un ancien rival de Donald Trump connu comme un faucon sur les questions de politique étrangère, serait nommé secrétaire d'État. L'ancien gouverneur Mike Huckabee, fervent défenseur d'Israël, sera nommé ambassadeur à Jérusalem. Alors, comment interpréter ces nominations? Qu'est-ce que ça annonce? Mes invités, Olivier Piton et Ferry de Kerkhove pour le 24-60 américain. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, on va commencer quand même par Marco Rubio, si cela se confirme. On va écouter deux extraits, un qui remonte quand même à quelques années et qui confirme au fond que Rubio et Trump n'étaient pas toujours invités à la même table, ne sont pas nécessairement des bons amis. On écoute. That will not happen. I make this promise to you today. I will do whatever it takes. I will campaign as long as it takes. I will stay in this race as long as it takes. Donald Trump, a con artist, will never get control of this party. Et en 2015, Marco Rubio dit Donald Trump est un poids-plume que je n'embaucherai pas pour diriger l'une de mes petites entreprises, un politicien très surestimé. Alors, Ferry de Kerkhove, qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que M. Rubio pourrait être secrétaire d'État? C'est pas n'importe quel poste. Mais je vous dirais qu'on est loin des débats sur la femme laide, que Trump avait accusé la femme de Rubio d'être laide et il y avait le combat des petites mains au moment du débat. Je crois qu'il y a eu un retour de flamme et je crois que Rubio se rend compte qu'au fond, son avenir est bien mieux préparé par Trump que par d'autres. L'accent sur la Chine le met exactement sur la même longueur d'onde avec Trump. C'est un China hawk, comme on le sait. Il est tout à fait prêt à soutenir Trump dans ce qui concerne la politique de commerce, en ce qui concerne la lutte technologique contre la Chine. Il déplore le travail forcé en Chine. Bref, et il y a évidemment toute la question du renseignement. Je crois que sur toutes ces affaires, il y a une entente très claire. Puis il ne faut jamais oublier qu'un ministre des Affaires étrangères n'est quand même que l'exécutant du président. Alors, il y a évidemment, à côté de cela, Mike Waltz, qui lui devient le conseiller pour la sécurité. C'est un ancien béret vert. Alors, laissez-moi vous dire que si M. Trudeau avait des inquiétudes sur les pressions américaines qui pourraient lui être faites, Mike Waltz, c'est celui qui va dire à tous les gens, vous payez si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous soutienne. Alors, ça, c'est les premiers points. Le dernier petit point rapide avant, c'est de dire qu'au fond, je crois que du côté des démocrates, il n'y a pas beaucoup d'opposition à la personnalité de Marco Rubio. Je crois qu'il y a une espèce de connivence en ce qui concerne la position sur la Chine. Donc, d'une façon générale, ce n'est certainement pas celui sur lequel on va déblatérer le plus. Oui, mais on voyait Olivier Piton, au cours des derniers mois, Rubio dire qu'il fallait que la guerre en Ukraine se règle. C'est aussi une grande préoccupation, Olivier Piton. Est-ce qu'il a la compétence objective pour mener à l'international des discussions et défendre une politique étrangère? Du point de vue de Donald Trump, il a énormément de qualités. La première d'entre elles est une indéfectible loyauté. C'est un repenti. Effectivement, on se souvient de la campagne de 2016 où il avait été extrêmement sévère. On a reparlé des petites mains, effectivement. Il faut savoir que c'est un repenti un peu comme J.D. Vance. C'est quelqu'un qui était opposé à Donald Trump et qui a fait ouvertement campagne pour lui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est floridien et d'origine cubaine et qu'en Floride, le vrai grand rival finalement de Donald Trump reste Ron DeSantis. Et c'est une manière aussi de marquer le pion vis-à-vis de damer le pion vis-à-vis de Ron DeSantis. Et troisièmement, sur la politique étrangère, parce que c'est quand même cela le plus important, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit au Proche-Orient, Marco Rubio est vraiment totalement sur la ligne de Donald Trump, c'est-à-dire extrêmement en soutien total d'Israël concernant le Proche-Orient et sur une ligne, on va dire,
pacifiste, je mets des guillemets là-dessus, sur le conflit ukrainien. Donc c'est un très bon casting du point de vue de Donald Trump et de l'administration qui est en train de se mettre en place. En février 2022, il a fait un X sur Poutine, je vous le cite. Je peux dire qu'il est assez évident pour beaucoup que quelque chose ne va pas avec Poutine. Il a toujours été un tueur, mais son problème est désormais différent et important. Ce serait une erreur de penser que ce Poutine réagirait de la même manière qu'il l'aurait fait il y a 5 ans. Évidemment, et ce serait un artisan d'une négociation sur la question ukrainienne, Ferry, quand même, Rubio. Oui, un artisan, je ne sais pas quelle sera la donne, mais il est clair que dès lors que Trump a dit qu'en une journée, il pourrait régler le problème de l'Ukraine et que c'est Rubio qui va être engagé dans cette affaire, je sais qu'il était au départ passablement en faveur de l'aide, mais évidemment, on a changé de fusil d'épaule et que maintenant, il y aura une négociation, j'espère qu'elle aura lieu. Mais cela dit, Rubio a toujours été très clair en ce qui concerne la responsabilité de la Russie, mais l'aide extérieure, que ce soit Rubio, que ce soit Trump, je pense que l'aide à l'Ukraine va se baisser au point que les Européens sont en train de se ressaisir de façon très très nette et en se disant là c'est sur eux que le poids va tomber, mais ils n'en ont pas les moyens. Donc nous sommes certainement pour des lendemains qui ne chanteront absolument pas, et Rubio est peut-être un meilleur négociateur dans cette affaire-là, je l'espère, je le lui souhaite. Alors, ça va être à surveiller, bien sûr. Parlons d'Israël maintenant, parce qu'il a nommé Mike Huckabee comme ambassadeur des États-Unis en Israël. On écoute un extrait. There is no such thing as a West Bank. It's Judea and Samaria. There's no such thing as a settlement. They're communities, they're neighborhoods, they're cities. There's no such thing as an occupation. Alors, c'était en 2017. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Olivier, à savoir que déjà, il y a 5 ans, 2017, ça fait 7 ans, M. Huckabee disait que, dans le fond, la Cisjordanie, ça n'existait pas. Il n'y a pas une telle chose que les territoires occupés. Alors là encore, il faut voir le profil de qui est Mike Huckabee. Lui aussi, comme Marco Rubio, a été candidat à la primaire républicaine la fois précédente. Sa fille, on s'en souvient, était la porte-parole de Donald Trump au début de l'année de son mandat en 2016. Et Mike Huckabee, outre le fait qu'il a un humour absolument décapant, est quelqu'un qui se sent habité par sa mission, et c'est cette espèce de lien qu'on connaît bien entre une partie des évangéliques chrétiens et la communauté juive extrémiste du côté d'Israël, qui a une vision tout à fait, je dirais, sacrée, d'une sorte de continuum, d'une mission sacrée. Et donc, ce qu'il vient de dire, et ce qui est extrêmement clair, c'est qu'il n'y aura absolument, de la part de Mike Huckabee, aucune tentative d'équilibre entre les positions israéliennes et les positions palestiniennes. On sera clairement dans un soutien total à la position israélienne et à la position israélienne la plus dure. Et Mike Huckabee là-dessus est un choix, à mon avis, parfaitement volontaire, voulu, totalement assumé de la part de Donald Trump. C'est le message qu'il envoie au Proche-Orient. C'est je dis déjà dès à présent dans quel camp je serai, et il n'y aura absolument aucune ambiguïté sur le camp que je soutiendrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Ferry? Parce que les colons israéliens ont continué de s'installer en Cisjordanie, et c'est vrai qu'ils ne veulent pas reconnaître que la Cisjordanie, c'est un territoire occupé selon le droit international en ce moment, et qu'il veut consacrer la Judée et la Samarie. J'ajouterais simplement que, est-ce qu'on en reviendrait même au plan du gendre de Trump? Je me souviens que quand ce plan est ressorti, alors qu'il était condamné par tous, et j'ai dit, écoutez, si jamais on donnait aux Palestiniens le plan Trump et qu'il était mis en place, ce serait mieux que n'importe quoi que l'avenir nous réserverait. Et il ne faut jamais oublier qu'il n'y a jamais eu d'accord du côté d'Israël pour ce qui est de la création d'un État palestinien. Même Yitzhak Rabin, dans ces derniers jours, a évoqué la possibilité, mais il y a toujours eu une espèce d'attitude beaucoup hostile, et Netanyahou, qui a quand même fait plus de 12 ans au pouvoir, n'a jamais cessé de dire qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. C'est une catastrophe, et je crois que, je ne sais pas, là ils sont en train de penser quoi faire des Palestiniens. Est-ce qu'on va les envoyer dans les pays voisins? On est pour des lendemains qui vont pleurer énormément,
Et je crois que pour les 4 prochaines années, on peut carrément oublier, malheureusement, le sort des pauvres Palestiniens. Mais Olivier Piton, vous êtes juriste. Est-ce que Trump peut décréter unilatéralement qu'il appuierait Israël si il disait ben c'est la Judée, la Samarie désormais? Il y a eu quand même la question de l'ambassade à Jérusalem dans le passé. Alors là, ça voudrait dire comme situation internationale? On est à la limite du droit et de la politique. On l'a été depuis le début, lorsqu'effectivement, lors de son premier mandat, Donald Trump a déplacé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. De la même manière, il est dans une logique qui, d'ailleurs, a d'une certaine manière fonctionné, parce qu'il faut aussi reconnaître un certain nombre de mérites. Les accords d'Abraham ont été aussi la conséquence prise par un certain nombre de pays arabes sunnites d'une situation qui était extrêmement favorable avec l'administration Trump à Israël et qu'il fallait trouver un moyen de s'entendre. Et peut-être, en tout cas, c'est le mal qu'on peut souhaiter aux Palestiniens, et je rejoins ce que vient de dire Ferry, c'est qu'au bout du compte, cette espèce de jusqu'au boutisme, par une sorte de miracle, aboutisse à une forme d'accord, parce que le déséquilibre est tel à l'heure actuelle que de toute façon, après tout, personne ne s'attendait aux accords d'Abraham, et c'est peut-être la pression aussi des pays arabes, en particulier sur Israël, dans un environnement différent qui pourrait peut-être, mais là je pêche peut-être par optimisme, permettre de faire bouger les lignes. En tout cas, on est dans du disruptif, on l'a toujours été avec Donald Trump et on le sera visiblement encore. Reste à savoir quel va être le résultat de la potion. J'ai juste très brièvement, parce qu'il ne nous reste plus vraiment de temps, mais dans les accords d'Abraham, les Palestiniens se sont sentis abandonnés par les pays arabes. C'était sur le point, je pense, de rallier l'Arabie saoudite. C'est là que le Hamas a attaqué aussi, là. Alors, finalement, tout ça reste explosif, Ferry, en quelques secondes. Mais ça reste extrêmement explosif dans la mesure où il faudra attendre les événements qui se passeront à la fin du combat contre le Hezbollah, à la fin contre le Hamas, et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un essai de réengagement. Et il faudra que ça se fasse en coopération avec l'Arabie saoudite. Le gros avantage d'Israël là, c'est qu'au fond, il y a extrêmement peu de réactions des pays arabes en faveur de la Palestine. Ils disent qu'il y aura des conditions qui seront imposées, mais visiblement, il n'y aura pas beaucoup de pression qui sera faite. J'aurais aimé parler évidemment d'Elie Stefanik aux Nations Unies, parce que je trouve ça admirable d'avoir une femme qui déteste les Nations Unies et qui est nommée en même temps et qui va faire la politique d'America First. Mais je m'arrête là. Très bien. Merci beaucoup tous les deux. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.